Alors nous parlons ce soir d'art et comme vous le savez, il n'y a pas d'art français. Il va bientôt plus y avoir de France, donc je me demande pourquoi nous sommes réunis ici. Le problème c'est que si nous sommes ici, c'est que nous avons tous le culte de l'art. Après le culte de Dieu, nous avons le culte de l'art. Or, cet art, eh bien, il est en Europe d'origine catholique. Et c'est là l'origine de tous nos problèmes aujourd'hui, parce que ça ne leur plaît pas du tout à nos contemporains, en tout cas à certains des contemporains. Vous le savez, vous allez dans un musée, vous allez dans les églises, vous avez tous les sujets, les premiers sujets artistiques sont des sujets religieux. Je ne vais pas vous les énumérer, mais tout de même, vous savez bien qu'il y a des nativités, il y a des crucifixions, il y a des mises au tombeau, il y a des Marie-Madeleine à l'infini, et tout cela a formé notre mémoire et en partie notre religion. Il y a des Suzanne et les vieillards, tableaux que l'on devrait remettre en valeur aujourd'hui, puisque on a toujours le même problème finalement. Les siècles passent et on a toujours le problème de Suzanne et les vieillards. Je vais peut-être vous rappeler ce que c'est que le sujet de Suzanne et les vieillards. C'est une jeune fille qui est obligée de se cacher pour se baigner trois vieillards sont derrière des murs et vont dire, ils vont l'accuser de les avoir provoqués, alors que c'est eux qui se sont mis derrière les murs pour la voir se baigner. C'est un sujet très ancien que moi-même j'ai découvert récemment, mais il m'étonne parce qu'il est toujours en effet d'actualité. Le problème de cet art si beau, puisque nous sommes tous absolument émus devant une nativité de Lotto, une nativité de Raphaël, une nativité de Bellini. Le problème, c'est qu'il faut connaître l'histoire de ces tableaux, et que notre catéchisme se limitant à l'accueil de l'autre, les jeunes et les moins jeunes, puisque c'est une plaisanterie qui dure quand même au moins depuis la dernière guerre, les jeunes adultes sont maintenant incapables de comprendre un tableau et d'en saisir tous les symboles, tous les signes, toutes les significations. Donc nous avons des œuvres d'art qui sont finalement incompréhensibles maintenant. Je ne vais pas dire de pourcentage, mais j'ai peur que ça soit au moins de l'ordre de 80% de la population. Et je me mets dedans parce que j'ai invité une amie qui s'appelle Sophie de Courcy, qui a fait une étude d'une dizaine de tableaux sur la nativité, et elle nous a expliqué ce que signifiait une colombe, une couronne dans un coin de l'étable, la couronne annonçant la mort du Christ au moment de sa naissance, enfin des tas de choses que j'ignorais complètement. C'est un art qui exige un apprentissage et qui exige de connaître toute cette symbolique qui est absolument magnifique et qui est méprisée. Alors, cet art, il faut bien le savoir, a subi des actes iconoclastes absolument virulents. L'iconoclasme, je rappelle, c'est la destruction des icônes. Mais icônes au sens large, c'est-à-dire tous nos tableaux, toutes nos œuvres d'art religieuses. Ça a commencé très tôt, ça a commencé au 7e siècle par des réactions à l'intérieur même de l'Église, et ça a été repris par les protestants qui, autour de 1600, se sont déchaînés contre toutes nos églises,
contre toutes nos dorures, contre tous nos candélabres, et ils ont véritablement fait un massacre d'églises. Je ne vais pas vous donner les chiffres, mais vous tapez sur Internet iconoclasme protestant et vous verrez que les petits problèmes des dragonnades, c'est Roupie de Sansonnet à côté du massacre des églises par les protestants. Ils ont commencé par massacrer donc nos églises, et puis après, ils sont entrés évidemment au contact avec les catholiques. Mais ils ont commencé par massacrer nos autels et nos œuvres d'art. Et cela, il faut s'en souvenir. L'iconoclasme de la Révolution qui a continué cet iconoclasme, parce que quand vous regardez des cathédrales avec des saints décapités sur la façade, moi je croyais que c'était la Révolution. Eh bien pas du tout, ce sont les protestants qui ont donné le « la ». Donc, à la Révolution, c'est la répétition de ces actes terroristes en 1600. Et puis après, vous le savez, il y a iconoclasme et vol carrément de tous les biens religieux, de toutes ces œuvres d'art qui sont nos abbayes, nos églises, nos hôpitaux, toutes ces charités absolument magnifiques par les révolutionnaires pour s'installer tranquillement dedans, pour en faire des hospices. Vous allez à la Charité à Marseille, et on vous explique tranquillement que la République s'occupait des vieillards à partir de 89 dans cet grand hospice. Sans dire que l'hospice n'a pas été créé par la République, elle a été volée à l'Église, et que cet espace qui est magique, c'est vraiment un endroit très beau, allez-y si vous allez à Marseille, cet espace a été volé. Donc, second problème, bon, puis ça a continué, vous le savez, après il y a eu 1890 et le bon Jules Ferry, et puis le troisième ou quatrième vol. Enfin, depuis que la République existe, son sport, c'est de voler les biens de l'Église, ça il faut quand même le dire. En 1905, la séparation de l'Église et l'État et l'expulsion des congrégations. Nous sommes à côté de la place Saint-Sulpice. L'espace où il y a les impôts était un ancien séminaire. Donc, les gens qui votent pour la République devraient quand même savoir et comprendre un petit peu ce qui se passe dans leur cervelle. Après volonté de cette République d'éliminer tout ce qui est chrétien, et cela continue, c'est pas la peine d'en parler, les crèches, les crucifix dans les prétoires, dans les palais de justice, les crucifix dans les hôpitaux, les crucifix, enfin bref, c'est l'élimination de notre culture chrétienne tout azimut. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que on peut pas dire que c'est passé, que c'est fini, que c'est de l'histoire ancienne. Non, ça continue plus gaillardement que jamais. C'est nous qu'on est les rois et bien sûr l'interdiction des crèches en est de plus en plus importante. Donc ça fait donc deux problèmes. Pas d'instruction religieuse, pas de catéchisme, donc on ne peut plus comprendre les œuvres d'art. Cet iconoclasme. Un autre problème inhérent au culte de l'égalitarisme. Un artiste, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'admire beaucoup les artistes parce que je trouve qu'ils ont un don et ils ont une chance que nous n'avons pas. Ce sont des gens qui sont capables de jouer d'un instrument. Ce sont des gens capables de créer un paysage sur une toile. Ce sont des gens qui tutoient le ciel, que le ciel a gâté extraordinairement. Or, ça, c'est incompatible avec l'égalitarisme. Si nous sommes tous égaux, il n'y en a
pas qui soient plus géniaux que d'autres. Nous devons tous être capables de faire des Corot, des Raphaël et de la peinture contemporaine. Alors, nous sommes tous capables de faire de la peinture contemporaine, mais nous ne pouvons pas tous faire une nativité comme Raphaël la faisait. Donc, cet art ancien, cet art de toujours, est absolument incompatible avec notre mode de pensée égalitariste. Autre problème, l'apprentissage de ces artistes est extrêmement long, vous le savez. Il faut 20 ans, je parle devant un grand violoniste, il faut 20 ans pour former un violoniste. Il achète un violon et il se met des sommes astronomiques pour acheter ce violon, il s'endette pour des années. C'est évidemment pas le cas d'un fonctionnaire qui rentre à la SNCF. Et le fait de ne vouloir mettre ces gens sur le même niveau, au même niveau d'égalité, rend impossible la fonction de l'artiste. Autre problème, nous sommes dans un monde où n'importe quel crétin de la télévision est célébré, alors parce qu'il a un salaire énorme et qu'on s'agenouille devant ce salaire mirobolant. Par contre, l'artiste qui vivra petitement parce que son don n'est pas reconnu, parce que tout le monde s'en bat, s'en ne préoccupe pas, et j'ai du mal à me rattraper, mais il faut que, enfin, vous pouvez y voir là mon désespoir et ma gêne quand on pense qu'il y a des municipalités qui ont dans leur ville des gens extrêmement doués en musique, en peinture, en sculpture, et qui ne s'en occupent pas, qui ne les favorisent pas. On est quand même tout à fait effaré. C'est du copain, ça. Et c'est le problème des copains, bien sûr. Donc, incompatibilité, là aussi, de notre époque avec le statut de l'artiste. L'apprentissage d'un don artistique, enfin, l'apprentissage d'un instrument ou d'une méthode de peinture est aussi incompatible avec le principe égalitaire, puisque ce sont des apprentissages très longs pour les enfants, ce sont des apprentissages très sophistiqués. Il faut choisir les enfants, parce que n'importe quel enfant ne peut pas prétendre jouer du violon, jouer de la flûte, jouer du violoncelle. Il lui faut une concentration extraordinaire, il lui faut un milieu favorable, évidemment, il lui faut des parents qui comprennent cette envie. Ce n'est pas... et il lui faut un prof particulier. Or, l'idée du prof particulier, c'est terriblement ancien régime, vous comprenez. Les petits-enfants qui faisaient des études, jadis, avaient en effet un prof particulier. Mais ce n'est plus possible aujourd'hui. Il faut que tout soit collectif. Marx est passé par là. Il faut des enseignements collectifs. Donc, vous prenez 30 enfants, vous les mettez dans une même classe et vous prétendez leur apprendre le violoncelle. Eh bien, ça ne va pas se passer comme ça, parce que sur les 30 enfants, il y en a peut-être seulement un qui pourra un jour tenir un archet. Donc, c'est aussi incompatible et c'est un problème. Enfin, autre problème, notre art français, notre art est un art éminemment figuratif. C'est un art qui chante la création, qui chante l'homme, la femme, qui chante les paysages, en fait qui chante la création divine. Ça non plus, ce n'est plus possible, c'est terminé. Il faut chanter, il faut représenter des concepts, l'idéal étant, vous le savez, le carré blanc ou le carré noir, je ne sais plus, de Malevich.
il faut vivre selon des concepts et non plus devant la réalité. Or, Jean Clair a dit des choses très, très importantes. Jean Clair, qui, je vous le rappelle, a été le directeur du musée Picasso. Donc, c'est pas un vieux scrogneux uniquement épris de peinture primitive comme moi. Enfin, primitif italien, je précise. Jean Clair dit qu'il n'y a pas d'art en Europe qui ne soit représentation de la création. Et toute peinture qui s'écarte de cette volonté de représenter la création est négative, en fait. Donc, vous pouvez voir que toutes ces raisons font que les gens qui s'obstinent à aller dans des musées, qui s'obstinent à regarder des livres d'art, qui s'obstinent à voyager pour découvrir des peintres qu'ils ne connaissent pas encore, sont une espèce véritablement en voie de disparition. Et ça va devenir, d'ailleurs, comme en Chine, où vous le savez, quand dans certaines familles, il y avait des tableaux anciens dans les maisons, les gardes révolutionnaires rentraient, saccageaient tout, faisaient un grand feu de bois au milieu de la cour pour éliminer ces signes de reconnaissance d'une élite, en fait. C'est ce qui s'est passé aussi à Moscou. Il fallait surtout pas se distinguer du voisin. On est dans la grande uniformité. Il faut que tout le monde se ressemble et aime donc les mêmes choses et se précipite aux mêmes expositions pour voir le même carré blanc ou rouge ou noir de Malevich. Enfin, je voulais vous lire une citation magnifique du chanoine Roussel. Chanoine Roussel étant un grand musicien dont je crois j'habite la maison à Versailles, ce qui est assez miraculeux. C'était un homme un saint prêtre, passionné fou de musique, qui a ressuscité de la lande, de toute la musique royale dans la chapelle de Versailles. Et il a même rejoué la messe d'enterrement de Louis XV. Et ce chanoine dit ces choses vont rentrer dans un certain sommeil, mais il ne faut pas s'inquiéter. Ces choses dureront, ces œuvres d'art dureront, et il ne faut pas s'angoisser. J'aime beaucoup aussi la phrase de Chesterton. Il ne manque pas de choses à admirer, d'œuvres d'art à admirer. Ce dont nous manquons, c'est de la capacité à admirer. Et nous sommes dans une époque où il n'y a plus d'admiration. Admirer, c'est se mettre dans une position de modestie. C'est une attitude d'ouverture. C'est une attitude de respect immense. Mais le respect est un mot qu'on emploie dans les banlieues, mais nulle part ailleurs. C'est le respect face à la grande œuvre. Il n'en est pas question. Et nous sommes dans une époque où il n'y a pas d'admiration et partant, plus d'œuvres pour eux à admirer. Mais ne désespérons pas, toutes les chacals à bois et la caravane passe. Je pense que il y a trop d'œuvres d'art en Europe et dans le monde pour que tout cela soit détruit en un temps donné. Et un jour viendra où de nouveau
tous ces sacro-saints principes à la noix d'égalité, d'uniformité et d'anti-religion s'effaceront. Mais je crois vraiment que quand on a compris que l'art européen était un art catholique et que donc aucun professeur de lycée ne pourra initier les enfants à cet art, puisque c'est un art catholique, c'est pas bien. Donc, nous sommes dans une impasse et n'hésitez pas à répéter cela parce que ça coince quand même beaucoup. Et je pense que c'est d'une injustice crasse parce que moi j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été élevée dans une école où un samedi sur deux on m'emmenait au musée, toute petite. Après j'ai beaucoup voyagé seule parce qu'il faut voyager seul pour aller au musée, sinon on est encombré et il faut toujours faire ce que veut l'autre. Mais j'ai beaucoup voyagé seule, donc j'ai pu voir beaucoup de musées. Nous sommes dans un temps où cette attirance pour les œuvres d'art est complètement obsolète, oubliée, et c'est d'une grande injustice parce que il y a beaucoup de jeunes qui, lorsqu'on les met devant des tableaux, comprennent que c'est une porte ouverte vers le ciel, que c'est une porte ouverte vers le divin, que l'œuvre d'art les met face à la transcendance, et que sans transcendance, eh bien, on vit comme des petits cochons dans notre bauge, et que c'est quand même beaucoup moins agréable et beaucoup moins sympathique. Voilà ce que je voulais vous dire sur notre art européen. Après. Le chanoine Roussel était à Port-Marie aussi. C'est vrai qu'il était. Bonsoir mesdames, bonsoir mademoiselle, bonsoir messieurs, bonsoir frères. Merci frère Thierry de nous réunir ce soir parce que c'est des moments extraordinaires. Je pense en ces temps particuliers déjà de l'Avent. Donc je trouve ça extraordinaire de pouvoir avoir ce temps très amical toujours au cercle de l'Aréopage. Je crois qu'il faut vraiment en sentir la quintessence de ces grands moments où on se retrouve vraiment entre personnes qui vibrent de la même façon. Je trouve ça fabuleux. Je viens de ma campagne. Ce matin, je disais à Anne, j'étais en train de donner du foin à mes bêtes pour qu'elles puissent tenir jusqu'à après-demain, jusqu'à ce que je revienne. Et me voilà ce soir avec vous. Alors, mes bêtes, vous, non, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Mais enfin, tout ce qui m'est cher, en tout cas, a bien rempli ma journée. Donc nous sommes dans ces temps de l'Avent et nous traitons de l'art contemporain. Alors Anne en a très très bien parlé et elle a parlé, je vais me lancer sur cette Anne a parlé de la charge finalement que nous avions. Parce que tout ce temps que nous sommes ici, nous avons conscience que quelque chose nous échappe, mais c'est pas très grave pour nous. Ce qui est grave, c'est pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir conscience que quelque chose leur échappe. Et c'est bien pour ça qu'on est là, c'est pas pour nous. Et je crois que c'est vraiment ce qu'il faut se mettre en tête. Ce n'est pas pour nous que nous sommes là ce soir, c'est pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir conscience comme nous et qui sont pollués par un système qui, lui, sait très bien ce qu'il fait. Donc notre ennemi est tout à fait clairement identifié. Ce sont ceux qui empêchent ces jeunes d'avoir accès à cette véritable culture, c'est-à-dire à cette possibilité d'avancer vers la vérité, vers le véritable beau. Et je vais donc vous donner mon plan, que je vais essayer de suivre pour une fois, parce que précisément, je crois qu'il faut identifier notre ennemi. Donc premièrement, l'art conceptuel et le libéralisme. Deuxièmement, diagnostic d'une perversion. Et troisièmement, l'exemple de l'affaire d'Anzilduc. L'affaire d'Anzilduc, je ne suis pas artiste, mais par contre je suis élu local. Et j'ai eu à défendre une église du XIe et XIIe siècle contre je dirais, un montage financier dans lequel, évidemment, nous avions des artistes contemporains à l'appel. Donc voilà, je vais commencer par cette première mise en bouche, si j'ose dire, l'art conceptuel et le libéralisme.
Parce que, qu'est-ce qui est terrible dans le libéralisme finalement ? C'est la déstructuration de notre société. Je dirais que le pire des régimes dictatoriaux, la pire des dictatures, n'a pas déstructuré comme le libéralisme. Le libéralisme nous liquéfie. Pourquoi ? Parce que c'est un système résilient. C'est-à-dire que nous sommes dans le relativisme absolu. On ne peut pas l'attaquer, ce fichu système libéral, parce que tout est égal. Tout a droit de citer. Donc on peut jamais mettre la main dessus. Vous voyez, autant le communisme, vous n'étiez pas d'accord, vous alliez au goulag, c'était clair. Et on pouvait éventuellement se rebeller contre le goulag. Mais là, vous n'êtes pas au goulag. Vous êtes juste un fasciste qui a encore le droit de marcher dans la rue, mais qui n'a pas le droit d'exister en vérité. Donc, socialement, on vous pousse à mourir. C'est bien pour ça que nous sommes là. C'est bien pour ça que ça nous fait du bien. Donc, le libéralisme, en ce sens, est un outil de déstructuration en profondeur de notre culture, de ce que nous sommes. En fait, ça va plus loin que ça, de l'être humain. Alors, pourquoi je vous parle de libéralisme et d'art contemporain ? Vous allez tout de suite comprendre. Donc, le libéralisme, c'est la dérégulation, la précarisation, la suppression des nations et des frontières. Que quelqu'un vienne me dire le contraire. Alors, comme ce n'est pas une conférence sur le libéralisme, je vais aller un petit peu vite. Mais si quelqu'un n'est pas d'accord, surtout, il faut me dire. Historiquement, c'est le plan Marshall, l'après-guerre, la société de consommation, je dirais, de gré ou de force, n'est-ce pas ? Ensuite, c'est la suppression des frontières. Hein, c'est ça le libéralisme. Il faut que tout circule. C'est la fusion des banques et la perte du contrôle du système. On y est bien, on est d'accord. Hein ? Donc, il y a plus la diabolisation du sentiment national. Donc, on n'a plus le droit d'appartenir à quoi que ce soit. On est tous égaux. On appartient on est citoyens du monde, n'est-ce pas ? C'est l'effondrement, évidemment, du catholicisme et de la famille. Et c'est une incapacité des politiques à gérer la dette. On est d'accord. Hein, les dépenses publiques, plus exactement. Donc le système libéral crée des nouveaux riches. Hein, de la richesse en trompe-l'œil. Et alors, je citerai Helmut Schmidt qui disait que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Mais aujourd'hui, c'est complètement dépassé. C'est faux, ça. C'est qu'aujourd'hui, les profits sont de futurs profits pour les actionnaires. Donc une entreprise aujourd'hui fait des profits, mais ces profits ne sont pas réinjectés dans l'entreprise, ils sont mis dans la poche des actionnaires. Donc l'entreprise s'appauvrit, par exemple toutes nos entreprises qui nous entourent, l'investissement dans les machines ne se fait plus, et le système se meurt. Donc on est dans un appauvrissement, un effondrement, parce qu'on glorifie l'argent pour l'argent. Donc la suppression des frontières et des droits de douane, c'est formidable, parce qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir de la main-d'œuvre qui travaillera pour pas grand-chose, pour des clopinettes en Chine, et puis pendant ce temps-là, l'État paiera le chômage en France. Donc autrement dit, l'abolition des frontières et des droits de douane, ça permet de payer le travail en dessous de sa valeur, et l'État paie la différence. C'est ça le libéralisme. Hein ? Donc nous sommes passés finalement du financier au monétaire, du crédit à la planche à billets, entre les années 80 et 2000. Donc finalement, je me suis posé une question, je me suis dit finalement, l'Arche de Noé aujourd'hui peut-être flotte sur les liquidités, vous voyez. Donc il est temps de réaliser que ce monde liquide, résilient et liquide d'ailleurs, hein, il est résilient et liquide, sauf qu'il faut construire des arches. On va en parler, voilà. Je vais un peu vite sur cette partie-là, on pourra y revenir. Alors vous allez me dire, quel rapport avec l'art contemporain ? Mais tous les rapports. Parce que le libéralisme culturel, c'est la doctrine relativiste, c'est le multiculturalisme, c'est la normalisation des déviances sexuelles, c'est la fin de la famille traditionnelle. Et qu'est-ce que c'est que l'art conceptuel ? Mais l'art conceptuel épouse parfaitement le libéralisme. C'est un outil du libéralisme, parce qu'il est parfaitement adapté à la spéculation, puisqu'il est sans identité propre et sans valeur intrinsèque. Ce que dit très bien Christine Surgens, à qui je rends hommage aujourd'hui, et également Aude de Queyros, qui sont évidemment nos maîtres, en l'occurrence. Donc, l'art contemporain, c'est parfait. Il est spéculatif, il est sans identité propre et sans valeur intrinsèque. Oui, multiculturaliste, tout se vaut, c'est libéral par essence. Il se nourrit des biens publics et enrichit les nouveaux riches.
Enfin, ça, c'est moi qui l'écris. Mais oui, que quelqu'un vienne me dire le contraire. Il se nourrit bien des biens publics, je vais vous le prouver avec Anzilduc, et il enrichit bien des nouveaux riches. Hein, donc on est en plein dans le libéralisme économique. Donc d'ailleurs la culture a disparu, hein, puisque l'art devient un produit financier purement et simplement. Alors, de produit financier, il devient un produit monétaire. Ça, c'est Aude de Queyros qui le dit très bien sur TV Liberté. Je vous invite à regarder son dernier Zoom, qui explique que Jeff Koons, en créant son chien, eh bien, c'est fabuleux. Il peut le décliner entre 50 000 euros et 60 euros. Donc, c'est même plus un produit financier. C'est la planche à billets qu'il fait fonctionner Jeff Koons. Alors, là, on est dans la partie 1, qui est le libéralisme et l'art conceptuel. D'ailleurs, on pourrait donner, mais je crois que Ad l'a très bien dit, donc je ne vais pas m'étendre sur ce qu'est l'art conceptuel, puisque vous avez, j'avais une citation de Christine de Surgens. Vas-y. Ah bon, je cite Christine Surgens. Ce qui compte dans l'art du Champien, l'urinoir de 1917, n'est pas d'incarner une inspiration avec des émotions, idées, rêves, visions, etc., dans une matière grâce à un travail formel, ça c'est la définition millénaire de l'art, avec Duchamp, l'idée prime la forme, c'est l'intention qui compte. L'art a une base conceptuelle, Duchamp ne crée plus, il décrète. C'est une redéfinition drastique de l'art où le sens n'est plus un don de la forme. Donc tout est possible, il suffit de décréter. Hein. Et puis alors c'est très pratique parce que comme on est tous égaux, on peut tous décréter quelque chose, donc nous sommes tous des artistes. Fabuleux. Alors, pour passer au diagnostic d'une perversion, je vais citer un certain monsieur, peut-être que quelqu'un le connaisse, Thierry Hermann, qui est un artiste contemporain, qui sévit et il est contemporain, il sévit à notre époque. On ne pourra pas dire que Aude de Queyros, que Anne Brassier ou moi-même exagérons, parce qu'il le dit lui-même. Bercy donne son acquiescement à la venue de Jeff Koons à Versailles. Donc, c'est Bercy qui donne son acquiescement. Donc, il s'agit bien d'une question d'argent. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Thierry Hermann, qui est un défenseur farouche de l'art contemporain. Donc, Bercy a donné son accord. Qu'est-ce que c'est que cet art ? Qu'est-ce que vient faire Bercy dans l'art ? Hein ? Donc on est bien dans le règne de l'argent, on est bien dans le règne, ce libéralisme est bien une machine. C'est Saint-Pédis qui disait que c'était l'égout collecteur la modernité était l'égout collecteur, mais c'est dans le libéralisme, sur le libéralisme, l'égout collecteur de toutes les hérésies. Alors, le diagnostic d'une perversion. Alors, selon Thierry Hermann, puisque je faisais ma transition sur ce personnage, qui est un homme d'affaires et artiste plasticien et auteur de La demeure du chaos, à Saint-Romain au Mont d'Or, dans le Rhône. Donc, c'est tendance sur 12, je vais quand même vous le décrire un petit peu, à moins que ça vous fasse dormir, hein, vous m'arrêtez. Donc, c'est tendance sur 12 000 hectares, et cerné de caméras de vidéo, de surveillance. Il faut savoir que la demeure qu'il habite, ce monsieur, est du XIIe siècle, hein, je crois, quelque chose comme ça. Non, peut-être pas tant, peut-être XIVe. Néanmoins, il a complètement dévasté le bâtiment, hein. Donc, s'étendant sur 12 000 mètres carrés et cerné de caméras de vidéo de surveillance. La demeure du chaos a l'apparence d'un vaste décor post-apocalyptique, sorte de no man's land militaire où se côtoient de nombreuses installations, vestiges de météorites, hélicoptères écrasés au sol, squelettes calcinés de voitures, inscriptions géantes peintes sur les murs, les sols et les toits, sculptures menaçantes de ferrailles rouillées, vestiges d'incendies, poutrelles et structures de béton, de blocos, têtes de mort monumentales dans les arbres. Aujourd'hui, la demeure du chaos est un musée d'art contemporain. L'entrée est libre et gratuite. Le visiteur peut repartir avec un poster gratuit ainsi que le livre « Honte à vous ». Et s'il le désire, il peut signer la pétition de soutien à la demeure du chaos. Ça, c'est la présentation que fait Wikipédia de Thierry Hermann. C'est pas Stéphanie Bignon. Hein ? Alors, pourquoi je cite ce personnage ? Parce que là, il y a un truc très important qu'il faut que nous nous mettions en tête. Parce que l'idée de cette conférence, ça n'est pas de pleurer sur le lait versé, comme dirait Anne, c'est de trouver des solutions. Et il faut qu'on se batte, et il faut qu'en plus on remporte des victoires. C'est pas possible, là, il faut trouver des solutions.
Et donc j'analyse ce que dit ce monsieur. Par exemple, Pis Christ, je vais prendre quelques exemples. Pis Christ de Andrés Serrano. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était une photographie d'un crucifix plongé dans l'urine. Qu'est-ce que dit Thierry Herman? Il dit, les réacs, c'est lui, je le cite, les réacs donnent son sens, voilà, les réacs donnent son sens à l'œuvre. Sans lui, c'est le néant. Vous vous souvenez que Pis Christ avait été défiguré, martelé par un des nôtres, peut-être. Allez savoir, parce que comme il maîtrise très bien la com, c'est ce qu'on verra ensuite, c'est pas tout à fait sûr. Mais justement, ils ont besoin des réacs. Et c'est ça qui est très très important. Il faut vraiment qu'on comprenne bien. Parce que nous devons être, puisque beaucoup de jeunes et moins jeunes n'ont pas la chance d'avoir peut-être le niveau de conscience que nous avons, il faut, pour que nous puissions affûter les futures consciences, nous soyons extrêmement précis, comme des généraux avant une bagarre, avant une bataille. Donc, qu'est-ce qu'il dit, ce Thierry Herman? Il nous dit « Les réacs donnent son sens à l'œuvre, sans lui, c'est le néant ». Ça veut dire que l'art contemporain, sans la réaction, Thierry Herman le dit carrément, sans nous, ça n'existe pas. Sur un plan esthétique, Monseigneur Di Falco s'était exprimé et avait dit qu'il le trouvait intéressant. Voilà, alors ça c'est une autre... vous avez raison de dire ça, et d'ailleurs je vais aborder le sujet après. Mais là, ce que je veux surtout dire, c'est que nous qui ne sommes pas contents, il faut faire attention de ne pas jouer le jeu de nos ennemis. Parce que cet aspect-là, là malheureusement vous avez raison, et je vais vous donner un exemple concret avec Anse-Duc. Très très concret. Ensuite, il y a le Pleuganal de McCarthy. Qu'est-ce qu'il dit, ce même Thierry Herman? Il dit « Les réacs sont les co-auteurs de son œuvre ». Parce que quelqu'un a donné un coup d'opinel dans le Pleuganal. Donc il dit les réacs sont les co-auteurs de son œuvre. On n'aurait peut-être jamais parlé de son œuvre si elle n'avait pas été sabotée. Donc, ce qu'il dit aussi de Jeff Koons, c'est qu'il dit que Jeff Koons à Versailles, c'est la parfaite maîtrise du scandale. Ça, c'est quand même hyper intéressant. Et quand il parle de, alors là, on va dans le vulgaire, l'archi-vulgaire, mais ça me fait penser à un propos d'Anne tout à l'heure. Un certain Belge, Wim Delvoye, a créé une machine qui s'appelle Cloaca et qui a le mérite, cette machine, de fabriquer de la merde. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit, Thierry Herman? Il dit, qu'est-ce que nous dit l'auteur? L'auteur nous fait comprendre que vous êtes des machines à merde. Voilà ce que nous dit, et c'est ce qu'il faut comprendre de cette œuvre d'art. Et là, je trouve ça extraordinaire parce que ça revient au propos d'Anne qui disait tout à l'heure, mais l'égalitarisme, autrement dit, on y est en plein parce que si on n'est pas tous des artistes, on connaît tous effectivement la nécessité de se soulager. Donc on est tous égaux par ce biais-là, voyez-vous. Dès l'instant où on ne s'élève pas du tout, mais c'est vraiment une machine à écraser, voyez. C'est une machine à nous aplatir. On n'est même pas à l'horizontale, là. On est dans un tourbillon qui tourne sinistre. Voilà. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce qui est fabuleux dans cette histoire de machine qui fabrique de la merde. Alors, moi, ce que je voudrais dire à ces artistes-là, c'est que moi qui suis une paysanne, je ne dirais même pas que c'est de la merde. Parce que la merde, c'est fertile. C'est du fumier. C'est fertile, la merde. Et vive la merde. Mais ces gens qui, par contre, la glorifient et la déplacent de son bienfait, c'est-à-dire que la merde n'a rien à faire dans un musée. La merde, c'est dans un potager et ça fait pousser de magnifiques légumes. Mais certainement pas, vous voyez, c'est le décalage, c'est là qu'est le scandale. Et c'est de ça dont ils vivent. Donc, et nous ne sommes pas que des machines à merde. Effectivement, nous le sommes. Mais nous revendiquons ce besoin de transcendance. Donc ces gens-là nous horizontalisent et même plus que ça, ils nous aplatissent. Donc, Alors, il parle aussi d'Anish Kapoor. Et là, il y a un exemple très intéressant. Parce qu'on connaît, Anne et moi, et vous aussi probablement, Fabien Bouglet qui nous en a longuement parlé. Anish Kapoor, c'est cet Indien de confession juive. Et là, ce fameux Thierry Herman dit, alors lui, il est peut-être allé un peu trop loin. Parce que son Dirty Corner, qui a été rebaptisé donc pour Versailles, nous avons eu les honneurs, le vagin de la reine, a été, soi-disant, tagué. Et
là, voilà notre Anish Kapoor qui trône devant les tags, à la fois royaliste, antisémite. Enfin, il y avait toute la panoplie, hein, tout. Et là, notre Anish Kapoor qui dit ouais, mais non, mais je ne crois pas qu'on puisse faire comme si ça n'avait pas existé. Je revendique le droit de laisser ces tags sur mon œuvre. Et là, c'était un peu gros quand même. C'était un peu gros. Là, on pouvait sentir, surtout qu'on sait que les tags ont été faits sous surveillance de drones. Donc, voyez-vous, c'est pas des petits voyous qui sont venus la nuit avec des petites bombes et des combinaisons et des masques. Non. Là, on a affaire à des pros. Ils sont venus avec des drones, d'accord ? Donc, on peut déjà sentir... Voilà. Mais, ce qui est intéressant, là où... et d'ailleurs, Thierry Herman le dit lui-même, c'est que Anish Kapoor est allé un peu trop loin. Et ça se sent sur sa cote. Il n'aurait pas dû. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait quand on lui a dit « Ah non, ces choses antisémites, là, ces tags antisémites doivent disparaître », eh bien, il les a recouverts de feuilles d'or. Il a recouvert de feuilles d'or les tags antisémites. Mais il a recouvert... Pourquoi il a dû masquer les tags ? Parce que un mouvement de Versailles mené par Fabien Bouglet s'est injurié contre cet artiste qui osait conserver les tags antisémites. Donc il s'est retrouvé pris à son propre piège. Je dirais, malhonnêteté ou comble du dérapage, il recouvre de feuilles d'or ces tags, comme si la feuille d'or de toute façon n'allait pas rester sur du métal rouillé. Donc ces feuilles d'or vont disparaître, cette œuvre va être exposée ailleurs et ressortira bien sûr ces tags. Et donc, feuille d'or, symboliquement, on peut penser que pour lui c'est de l'or ces tags. Vous voyez, on est vraiment dans la maîtrise du scandale, mais là, l'exemple d'Anish Kapoor est extrêmement intéressant parce qu'il nous montre que notre ennemi peut aller trop loin, peut se tromper, et que Fabien Bouglet, en le contraignant à faire disparaître ses tags, a finalement contraint Anish Kapoor à montrer le véritable moteur de son art, hein, c'est-à-dire le scandale, le décalage, etc. Donc cet exemple est un exemple à retenir, parce qu'il ne suffit pas de dire « Ah, c'est pas beau, ah, c'est pas chose, ça marche, ça c'est nul, ça sert à rien ». Avant de dire quoi que ce soit, il faut réfléchir. Il faut vraiment, et je vous raconterai l'histoire dans Zilduc, l'histoire dans Zilduc, c'est vraiment ça. On a beaucoup réfléchi comme des généraux avant une bataille. Et puis, alors, pour conclure sur cette deuxième partie, qui est donc le diagnostic d'une perversion, Thierry Herman dit, l'art contemporain, il a quand même ce mérite, c'est pour ça qu'il dénonce le contrat social. Mais alors là, je vais mettre en face à face les propos de Nicole Esterol, qui est cette personne anonyme qui dénonce et qui tient à le rester de façon à pouvoir dénoncer librement l'art contemporain. Nicole Esterol dit « Ce sont les artistes qui dénoncent le plus le système qui en vivent le mieux. C'est une perversion absolue. » Voilà. Donc effectivement, oui, quand on a une machine à merde, c'est vraiment pour dénoncer le système de consommation, etc., mais il en vit, vous voyez, il en vit copieusement, manifestement. Donc on est bien dans la perversion totale, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont des imposteurs, soi-disant ils dénoncent le système, mais en fait ils vivent du système, vous voyez, et ils nous enfoncent, voilà. Alors maintenant je vais vous raconter une histoire donc vécue dans Zilduc. Je peux encore... Alors voilà, l'histoire d'Anzilduc. Anzilduc est un petit village qui est à 4 km du village où je suis adjointe au maire. Donc nous sommes en plein Brionnais, nous sommes à 20 minutes au sud de Paray-le-Monial, en Bourgogne du Sud, la Bourgogne de l'élevage, la Bourgogne le Charolais brionnais, là où on a les grosses vaches blanches qui donnent de la viande. Eh bien, à Anzilduc, nous avons une petite église du XIe et XIIe siècle, magnifique petite église. Et cette petite église, eh bien, cette petite église a été, je dirais, reluquée par un mécène, un généreux mécène, mais qui, dans un premier temps, a voulu garder l'anonymat, ce qui est curieux pour un mécène. En général, les mécènes sont généreux, mais n'ont rien contre le fait d'être connus, n'est-ce pas ? Eh bien, celui-ci, s'il voulait garder l'anonymat, il vient voir monsieur le maire d'Anzilduc, hein, et il lui dit, moi, j'ai toutes les coupures de journaux, là,
Je veux investir dans votre église, monsieur le maire. Elle me touche, votre église, je veux investir dedans. Alors, monsieur le maire lui dit, alors là, vous ne pouvez pas mieux tomber. On a des fresques à restaurer. D'accord, banco. Il s'agissait quand même de 700 000 euros. Hein. On ne parle pas d'une bagatelle. Hein. Donc, le mécène lui dit, ah non, monsieur le maire, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vos vitraux. Bah oui, mais les vitraux, on les a restaurés il y a moins de 10 ans. Puis alors, les vitraux du chœur sont impeccables. Ils ont été non seulement restaurés, mais démontés, remontés. Ils sont figuratifs. Il y a la Sainte Croix, il y a le Bon Pasteur. Ce sont des cadeaux faits par les familles ancestrales d'Anzy-le-Duc. Non, les vitraux, il n'y a pas besoin. Mais par contre, les fresques. Non. Moi, c'est les vitraux et tous les vitraux. Et puis, le temps passe. L'Église donne apparemment un oui de principe. Le maire dit un oui de principe. Pourquoi ? Parce qu'il y a 700 000 euros. C'est ça l'idée. Il y a 700 000 euros en jeu. Pourquoi ? C'est pas la question, mais il y a 700 000 euros en jeu. Donc c'est l'impression, c'est la masse d'argent qui arrive, même mal utilisée, peu importe. C'est la masse d'argent qui compte. Et donc, quelques mois plus tard, le maire présente... Alors, le maire est convoqué à la Bastille à Paris, dans les ateliers d'un artiste que je vais citer ici, mais c'est pas la peine de lui faire de la pub, Gérard Fromanger, soutenu par le groupe Édouard Leclerc, et là, en l'occurrence, soutenu par Jack Lang, et soutenu par ces mécènes généreux qui voulaient nous l'imposer. Parce que, bien sûr, ces mécènes voulaient tous les vitraux et imposer l'artiste, évidemment. Quelques mois plus tard, monsieur le maire, Danzy-le-Duc, petite bourgade de 400 habitants en Saône-et-Loire, il est invité à la Bastille. Alors là, attention, non seulement il y a 700 000 euros, mais en plus, monsieur le maire va à Paris pour aller voir les... Alors il va à Paris, il arrive à la Bastille, il voit les œuvres. Je suis allé en réunion de conseil municipal, hein, j'ai vu le maire le dire. Conseil municipal Danzy-le-Duc. Hein. Et il a dit en réunion, il a dit, c'est vrai que dans un premier temps, j'ai été un peu décontenancé, j'ai pas compris. J'ai cru que c'était pas terminé d'ailleurs. J'ai cru que c'était pas... Puis après on m'a dit que c'était terminé, alors j'ai dit, alors il a fait des photos. Ding, ding. Je dis ça parce que c'est très important. C'est pour ça qu'on a gagné, c'est parce qu'il a fait des photos. Il savait pas vraiment bien. Vous voyez, il était... impressionné, mais il n'osait pas dire ce qu'il pensait. Vous savez, c'est des gens qui ont quand même le bon sens paysan, mais en même temps, il est invité à la Bastille. Il se dit, c'est pas possible, c'est un artiste, il a forcément fini son travail, mais bon, moi, je comprends pas. Il retourne à Anzy-le-Duc et il organise une réunion publique. Et là, il annonce aux habitants d'Anzy-le-Duc, eh bien, ça n'est pas il commence comme ça, hein, ça n'est pas la peine de discuter, voici ce que nous allons mettre. Les 30 vitraux seront remplacés par ça. Et il s'agit de silhouettes avec des gommettes. C'est tout ce que je peux vous dire parce que je ne peux rien dire d'autre. Et là, vous avez une poignée de villageois qui sont atterrés, et qui disent « Mais c'est pas possible, monsieur le maire, vous ne pouvez pas nous faire ça. Pas à notre église, parfaitement entretenue, avec des sculptures parfaitement préservées. Ça n'est pas possible, vous ne pouvez pas faire ça. » Et monsieur le maire de dire « Ah mais c'est trop tard, ça y est, c'est engagé, c'est fait, c'est comme ça. » Et puis alors, la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, c'est-à-dire le diable, hein, on va faire simple, diable, DRAC, ça commence par la même lettre, c'est parfait. La DRAC, les monuments historiques, les bâtiments de France, la commission d'art sacré, tout le monde était absolument d'accord, y compris le ministère de la Culture, ce qu'on a su après, était complètement d'accord avec ce projet pour, je ne sais plus qui était le ministre, mais enfin, de toute façon, ils ont été, eux, particulièrement absents, parce que tout ce qui va dans le sens de la désacralisation est très bien vu par le ministre. Et donc, c'était en 2015. Donc en fait, notre maire, un peu déboussolée, mais en même temps prise au piège, ne donne pas le choix à la population. Et là, il y a des gens qui menacent de quitter, qui disent c'est pas possible, on peut pas. Alors, d'ailleurs, de désespoir, ils vont au ministère de la Culture. Enfin, ils avaient
je dirais, une taupe au ministère de la Culture, qui leur a dit « Mais moi, je peux rien pour vous. Par contre, là, je suis un peu fier. Par contre, il y a peut-être une solution, peut-être une chance pour vous, c'est Terre et Famille. » Alors, je suis la présidente de Terre et Famille, et je suis extrêmement flattée, parce que je ne savais pas. Je ne savais pas que nous étions connus jusqu'au ministère de la Culture. Et donc, ils viennent. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'ils demandent à Paris d'intervenir, et finalement, nous, on est à 4 km de chez eux. Donc, ils sont venus nous voir à 4 km et nous dire il faut nous aider. Et là, encore une fois, si le maire n'avait pas fait de photo, si ces villageois n'avaient pas réagi, aujourd'hui, l'église d'Anzy-le-Duc serait ruinée. Donc, ce qui compte, c'est la réaction. Parce qu'encore une fois, nous, c'est pas notre village, nous, on a aidé ensuite une réaction. Mais ce qui est essentiel, c'est la réaction de base. Hein. Et encore une fois, Terre et Famille se met à disposition de toutes les personnes qui réagissent. On ne réagira pas à la place, mais on vous aidera à réagir. Et donc, ces villageois qui se sont insurgés sont venus nous voir et nous ont dit c'est pas possible, on ne peut pas s'en sortir. Alors, on a fait une délégation, on est allé voir monsieur le maire. Parce que ce qu'il faut vraiment savoir aussi, c'est que dans une église de village, il y a 2 autorités, et ça, des églises d'avant 1905. C'est le maire pour les murs, le maire qui est responsable des murs, hein, puisqu'il y a eu hold-up des biens du clergé par le régime. Donc, le maire possède les murs. Et le curé, parce que c'est le premier affectataire. Donc, si un de ces 2 personnages dit « je veux pas de votre truc », ça s'arrête là. Le problème, c'est que le maire a été impressionné par l'argent, la rapidité, le mode opératoire, et que le prêtre, impressionné par autre chose, probablement, mais en tout cas, incapable de trancher. Totalement incapable. Alors on est allé voir le maire, on lui a dit, monsieur le maire, vous faites une énorme boulette à faire ce que vous faites. Alors on a essayé de lui expliquer les choses, et il a alors, à grand renfort de citations, de condensés de livres d'autres de Kéros et de Christine Surgence, on a essayé de leur expliquer ce qu'était l'art financier et qu'ils étaient entre les mains de ces gens-là. On est allé voir le prêtre. Le prêtre n'a pas du tout compris sur le coup. Il était d'accord que c'était pauvre d'un point de vue liturgique. Mais il nous a gentiment dit « Faites une pétition, ça peut peut-être marcher. » Alors, il ne savait pas à qui il disait ça. C'est ça le problème. Alors, je vais vous citer un passage du journal de Saône-et-Loire. S'affrontent alors, parce que là, tout d'un coup, Terre et Famille, ils relevaient le flambeau. Et là, c'était la région, le pays Charolais-Brionnais était complètement concentré sur cette affaire, parce qu'on osait résister. Alors, s'affrontent alors des visions a priori irréconciliables. Celle d'opposants invoquant un respect rigoureux d'une tradition et d'un symbolisme chrétien, et celle d'un artiste défendant une vision moderne, païenne et humaniste. Voilà, ça c'est beau, c'est beau. C'est beau comme l'antique. Alors, je continue si ça vous dérange pas, parce qu'il y a du croustillant là. Alors, je continue, le journal. Ça c'est, oui, c'est même Fromanger qui parle, je crois. L'argument des intégristes, c'est de dire... Ah oui, c'est Fromanger, l'artiste. L'argument des intégristes, c'est de dire qu'il faut garder les vitraux du chœur. Je vous rappelle qu'il y avait la Sainte-Croix dans les vitraux du chœur. Le vitrail principal dans le chœur, c'est la Sainte-Croix, parce que c'est l'ancien vocable de Notre-Dame de l'Assomption qui était en fait sous le vocable de la Sainte-Croix. Et c'est pour ça qu'il y a une raison historique pour la raison. Hein. Donc, l'argument des intégristes, c'est de garder le vitrail du chœur, les vitraux du chœur. Mais mon projet ne peut pas aller avec des images pieuses. Si on me veut, moi, Fromanger, il faut me donner le tout. C'est une œuvre en soi. Ils ont tous voté pour. Et là, il parle de la DRAC, des monuments historiques, de la commission d'art sacré, etc. Donc on comprend que son art n'est pas compatible avec des images pieuses. Mais enfin, je comprends pas. C'est une église dans laquelle, vous voyez. Alors, on a exploité tout ça, on a analysé tout ça. Ça m'a fait plaisir d'ailleurs de ressortir ces coupures de journaux parce qu'on a passé un temps fou à analyser. Et c'est comme ça qu'on l'a piégé d'ailleurs. C'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on réfléchisse. Parce que c'est une guerre de l'intelligence.
en fait, ils sont faibles parce ils ne sont pas dans la vérité. Donc, ils sont piégeables. Vous voyez ? Mais seulement, il faut avoir et le courage et l'audace, etc. Alors, balayant toute compromission éventuelle, Gérard Fromanger s'estime dans son bon droit, dès l'instant où son projet a reçu l'aval de toutes les parties concernées, c'est-à-dire, on est d'accord, les institutions, comme les identifie très bien Aude de Queyros. Et là, il reprend la parole. « On me choisit, je donne l'essence de ce que je fais. Je ne suis pas un peintre abstrait, c'est comme ça. Je ne vais pas changer mon travail sous prétexte que c'est pour une église. » Et alors... alors, là, je vais vous citer, parce que là, il nous a fait plaisir. On a été, en fait, adoubés par notre ennemi. C'est quand même ça qui est extraordinaire. « C'est de la discussion que jaillit la lumière. Pourtant, le choc des idées et des points de vue n'aura sans doute jamais lieu. » Et là, c'est Fromanger qui parle. « Ils ont gagné en Brionnais. Ils sont tout puissants. » Il parle de Terre et Famille. Ils sont tout puissants, souffle-t-il en direction de Terre et Famille. Tout le monde en est arrivé à avoir peur de leurs arguments. Je ne me bats pas contre ces gens-là. C'est 700 millions ou 700 000 euros. 700 000 euros. Ce sont les subventions données à l'église. J'arrive. Non, là, monsieur, c'est du blanchiment d'argent. C'est du blanchiment d'argent. Il faut voir. Alors, Et ça va à qui? À la paroisse non. À l'artiste. Alors, non, il faut voir assez bien les arguments. Les arguments sont les suivants, et c'est comme ça qu'on les a démontés. Il faudra que je n'oublie pas ça. On a tout de suite, si vous voulez, moi quand je suis allé au conseil municipal d'Anzy-le-Duc pour faire comprendre au conseil municipal qu'il se faisait leurrer, je leur ai dit, messieurs, dames, vous vous faites leurrer. Alors on est venu me voir et on est venu me dire, ah oui, vous évidemment, vous êtes catho, vous êtes là pour la croix. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Je suis catholique et pas que le dimanche. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas ça le problème. C'est que vous êtes en train de vous faire prendre votre argent et votre patrimoine. On est en train de prendre la main sur votre patrimoine. En 3 points. Premièrement, il s'agit de votre église. C'est votre église qui va devenir un hall d'exposition à la gloire de Fromanger. Deuxièmement, les vitraux ont été entretenus et restaurés avec l'argent public. Il y a moins de 10 ans. Alors, expliquez-moi. Alors, je peux vous citer un texte qui est assez extraordinaire aussi. Je vais vous dire ça. Qu'est-ce que vous faites de l'argent public? Ça veut dire que moins de 10 ans plus tard, parce que là, c'est la DRAC qui propose de les mettre en caisse ou de mettre la Sainte Croix sur le vitrail dans la crypte. Vous voyez, pourquoi pas la tête en bas aussi, hein? Ça, je peux vous le lire, c'est la DRAC qui le fait dire dans un article de journal. Hein. Donc, il fallait mettre le vitrail de la Sainte Croix dans la crypte. Sachant que, normalement, cette Sainte Croix est censée être dressée sur le monde, précisément. Enfin, non, là, on la met dans la crypte. Enfin, tout va bien. Et donc, et le troisième hold-up, c'est ces 700 000 euros, qui sont en fait 700 000 euros qui vient d'un généreux mécène qui veut rester anonyme, franc-maçon notoire, qui nous amène ces 700 000 euros et qui seront défiscalisés à 75%. Voilà. C'est-à-dire que c'est 700 000 euros qui sont distribués aux gens du bien sûr, mais c'est comme ça que fonctionne la DRAC. C'est parce que ça va se l'administrer. Non, pas du tout. Non, à l'artiste, Mais non, pas du tout. À l'artiste. monsieur. Le maire, il se fait... Mais non, mais bien sûr, monsieur, mais bien sûr, mais seulement pour lui. Pour lui, c'est 700 000 euros qu'on met dans son église. Ce que les gens n'ont pas compris, mais c'est là qu'il faut être très subtil, il faut bien comprendre. C'est 700 000 euros qu'on met dans son église, mais c'est 700 000 euros qui sont mis dans son église à un endroit où il n'est pas nécessaire de les mettre et qui sont tellement pas nécessaires que même ça va nuire à la mission de son bâtiment. Donc, ils font d'une pierre plusieurs coups. Non seulement ils blanchissent de l'argent, défiscalisent de l'argent, ils s'approprient nos lieux, notre patrimoine, qui est très visité, parce qu'il faut savoir qu'Anzy-le-Duc est visité et connu dans le monde entier. Hein, c'est pas Versailles, mais c'est très très connu. C'est bien pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on a réussi à combattre ce mal. Mais, et comme dirait très bien Nicole Estéron, en fait, dans cette affaire,
le patrimoine et ceux qui gèrent ce patrimoine, nous donc, puisqu'il nous appartient, on est les cocus de l'affaire. Parce que nous donnons nos bâtiments pour exposer des œuvres d'art qui n'auraient aucune valeur en dehors de ces bâtiments, en dehors de Versailles. Et c'est eux qui raflent la mise, parce que bien sûr ça fait monter la cote. Il aurait réussi son coup à Anzy-le-Duc, il faisait monter sa cote. Et on rentre dans le sujet dont je vous parlais tout à l'heure, de l'art financier qui devient même de l'art monétaire. Donc, pourquoi le maire s'est fait impressionner? Et c'est là qu'il faut bien comprendre. C'est qu'on est dans une bourgade de 400 habitants. Ce monsieur arrive avec 700 000 euros. Mais on est à 700 fois quasiment, j'exagère, mais on est à 70 fois le budget de la commune. Et ça dépasse l'imagination. Donc on vient dans votre village avec 700 000 euros. Le maire est impressionné. Vous voyez? Le maire est impressionné. Il faut le comprendre. Il faut bien le comprendre parce que une des clés aussi de la réussite de ce genre de projet, c'est de jouer l'unité au niveau local. Ce qu'il faut attaquer, c'est pas le niveau local. Parce que même le prêtre qui ne nous a pas aidés, même le maire qui ne nous a pas aidés, on n'a jamais attaqué là. On a attaqué la DRAC, on a attaqué la commission d'art sacré, on a attaqué les monuments historiques, mais on n'a jamais attaqué au niveau local. Au contraire, au niveau local, on a toujours essayé de fédérer. Et ça, stratégiquement, il faut bien se le mettre en tête. C'est pour ça qu'il ne faut pas, si vous voulez, dénigrer le maire et dire « Pourquoi il se fait impressionner ?» Pourquoi? Mais juste, on n'est pas là pour juger. Le maire, il est maire d'une mairie de 400 habitants et on vient le voir avec 700 000 euros dans la poche pour son église. Il dit je serais peut-être bête de refuser, vous voyez. Faut se mettre dans la peau des gens. Parce qu'après, sinon, on commet des fautes de jugement qui ne nous aident pas dans la stratégie. Mais ce qui est excellent aussi à savoir, c'est que, connaissant notre artiste, qui s'était un peu révélé, eh bien, nous lui avons dit, à un moment donné, comme on voyait qu'on arrivait dans une impasse, on lui a dit, eh bien, écoutez, ok, on cède, on vous laisse 29 vitrailles, mais on n'en garde qu'un seul, on garde celui du cœur. Donc, on garde la Sainte Croix. Et c'est là qu'il a lâché le morceau. C'est là qu'il a dit, mais on ne peut pas, mon art n'est pas compatible avec la Sainte Croix. Donc, à partir de ce moment-là... on espère bien. Ça a été dans les journaux. Donc, à ce moment-là, eh bien, Monseigneur, évêque de l'endroit, est sorti pour dire que Terre et Famille lui avait enlevé une sacrée épine du pied, et pas une épine sacrée, et qu'il a pu dire non, je m'oppose à ce projet car il ne remplit pas évidemment les critères liturgiques, artistiques, esthétiques pour être ainsi dans l'église d'Anzy-le-Duc. Donc ce que je voulais surtout, donc c'est bien la Sainte Croix qui a sauvé l'église en fait. Ouais, c'est la Sainte Croix qui a sauvé l'église. Mais ça, c'est incroyable. C'est évident que c'est la Sainte Croix. Enfin, moi, je n'ai aucun doute, si vous voulez. Nous, on n'a été que les artisans d'une victoire. Mais la victoire, c'est la Sainte Croix. On n'aurait pas eu la Sainte Croix dans le cœur. Je pense qu'Anzy-le-Duc aurait été défiguré. Mais là, on lui a dit, ben non, nous, on vous les laisse tous sauf la Sainte Croix. C'était du bluff ou pas? De quoi? Quand vous lui avez dit, on laisse tous, c'était du bluff ou... Alors, c'était un coup de bluff, parce qu'on n'aurait sans doute pas laissé faire, mais en même temps, on était convaincus qu'il n'allait pas pouvoir nous le laisser. C'était ça, un bluff. Mais donc, on était vraiment dans un match... et du coup, voilà. Donc, ce qui est important, ce qui est vraiment important, c'est de... en fait, on aurait pu commettre plusieurs erreurs dans cette affaire. On a vraiment travaillé en concertation entre les habitants du village, Terre et Famille, les gens qui nous ont soutenus. On a eu Christine Surgins au téléphone, on a eu Anne Brassier. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup réfléchi. Et en fait, comme me dit un ami, ce système n'a pas de pied. Et ça le rend extraordinairement fragile. Donc, il ne faut pas considérer qu'ils ont gagné, au contraire. Ils ont perdu. C'est évident, d'ailleurs, on le sait, ils ont déjà perdu. Donc maintenant, tient qu'à nous de nous faire les artisans de cette victoire. On a ce choix-là. Mais la victoire est déjà acquise.
Mais nous faisons, nous, les artisans de cette victoire, finalement pour sauver les âmes de ceux qui n'ont pas cette chance de connaître le vrai, le beau. Voilà, je m'arrêterai là. On va rien faire un art. 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 On va rien faire un art.